Bonjour, Mm. vous êtes là? Allô, allô, allô. Oui, Bonjour, vous êtes là? Donc, je suis oui, professeure Maïga. J'attends vos questions si vous en avez. Professeur Rahmouni, Rani, j'ai réussi de rentrer en contact avec pour la psychiatrie. Ils sont là. Ouais. Ouais. Sinon, vous pouvez le programmer, il n'y a pas de souci. D'accord. Allez, ah, ah, ah. Allô, allô. oui, Allô, allô. docteur. Oui, Alors, je suis là pour répondre à vos questions et à vos préoccupations. Ben, allez-y, je vous écoute. Allô? Allô? oui, professeur. Oui, je vous écoute. Vous avez des questions à me poser concernant le module de psychiatrie? Oui, Allez-y, je vous écoute. veut dire quoi? Les moyens de défense. C'était mentionné plusieurs fois. Ben, les moyens de défense, ce sont des mécanismes que les individus utilisent chez la plupart du temps les personnalités névrotiques, c'est-à-dire des personnalités qui ont des problèmes surtout à type d'anxiété, hein, ou bien d'autres mécanismes de défense qui sont utilisés dans toutes les affections névrotiques, telles que la névrose obsessionnelle, la névrose phobique, la névrose d'angoisse, la névrose hystérique. Mais ce sont des anciennes dénominations qui ne sont plus d'actualité en fait. Parce qu'avec les dernières classifications, notamment celle du DSM, le manuel statistique et diagnostic des troubles mentaux, on ne parle plus de mécanismes de défense névrotique. Donc, il suffirait juste d'apprendre leur définition. Et parmi tous ces mécanismes de défense, s'il y a un que vous ne comprenez pas, je pourrais donner des précisions. Par exemple, si on prend le trouble, vous m'écoutez? Oui, Allô? on vous entend. Oui. Oui, on vous entend. Si nous prenons le trouble obsessionnel compulsif, dans lequel les deux mécanismes de défense les plus utilisés sont l'isolation et l'annulation. Par exemple, si j'ai l'idée obsessionnelle que si je touche le poignet de porte, je risque d'attraper des microbes qui pourraient entraîner une maladie chez moi. Donc, et cette idée est très fréquente au point où elle assiège ma pensée, elle me dérange, elle m'évite de penser à autre chose, elle m'angoisse. Ce que je vais utiliser comme mécanisme, c'est l'annulation de cette idée, c'est-à-dire je la supprime et je la remplace par une autre idée qui serait plus agréable. Ou bien, si on utilise l'isolation, c'est-à-dire on essaye de se soustraire à cette idée et d'essayer de l'oublier et passer à autre chose. Vous avez compris? Donc, c'est quelque chose de positif, les moyens de défense. Et bien sûr, ce sont les moyens de défense qui nous permettent de nous protéger contre tout ce qui est négatif et contre tout ce qui pourrait générer une anxiété ou une angoisse chez nous. D'accord. Ça va? Oui, merci. D'autres questions? Allô, allô? Oui, professeur. Allez-y, Pour allez-y. le, oui, pour le trouble bipolaire, comment on peut dire que cette patient, par exemple, a un trouble bipolaire si on ne connaît pas, par exemple, on sait qu'il y a des épisodes maniaques et des épisodes de dépression, mais on ne sait pas les situations dans lesquelles est le patient, par exemple, s'il y a des conflits externes ou quelque chose comme ça.
Il y a, par exemple, s'il y a des conflits, des des difficultés conflits. dans... Oui. Mais non, le trouble bipolaire n'a rien à voir avec le conflit ou les difficultés. Les conflits et les difficultés pourraient constituer des éléments déclenchants, sans plus. Mais le trouble bipolaire est une affection psychiatrique chronique d'évolution chronique. Donc, elle survient de façon très cyclique. Elle part, elle revient. Entre deux épisodes, l'individu reprend un fonctionnement tout à fait normal. Maintenant, le trouble bipolaire, il peut s'agir d'un trouble bipolaire type 1 dans lequel nous rencontrons une alternance d'accès maniaque et d'accès dépressif, comme il pourrait s'agir d'un trouble bipolaire type 2 dans lequel il y a le type 2 aussi, nous rencontrons de la dépression et nous avons aussi un petit épisode d'hypomanie. Ce n'est pas l'accès maniaque dans sa définition, mais c'est juste un accès maniaque qui est très réduit dans ses symptômes, et ce que nous appelons l'hypomanie, et qui dure bien sûr moins. Dans la durée, il est moindre par rapport à l'accès maniaque. Mais le trouble bipolaire, donc nous avons trouble bipolaire type 1, c'est alternance accès maniaque, accès dépressif. Il peut s'agir aussi d'un trouble bipolaire rien qu'avec des accès maniaques qui se répètent, ou d'un trouble bipolaire rien qu'avec des accès dépressifs qui se répètent dans le temps. Mais la particularité, c'est que entre les différents accès, il y a une période d'accalmie où le fonctionnement redevient normal. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui. Et est-ce que la prise en charge va varier selon le... Ben, la prise en charge d'un trouble bipolaire, ben, il y a bien sûr les médicaments, c'est la chimiothérapie, et ce sont les régulateurs de l'humeur qui sont les plus préconisés, tels que la carbamazépine, la motrigine, la dépakine. Il y a aussi d'autres antipsychotiques qui ont une vocation régulatrice de l'humeur. Si nous prenons les antipsychotiques atypiques, tels que l'olanzapine, la quétiapine, la risperidone, la ripiprazole, toutes ces molécules ont une vertu régulatrice de l'humeur. Mais les mieux utilisés, ce sont les régulateurs de l'humeur purs. Normalement, c'est le lithium, hein, qui est la molécule chef de cette file de régulateurs de l'humeur. Mais dommage, chez nous en Algérie, nous ne l'utilisons pas parce qu'elle n'est pas disponible. Et c'est pourquoi que nous faisons appel aux antiépileptiques, notamment la carbamazépine, la dépakine, la lamotrigine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est clair d'abord? Et en plus des médicaments, nous faisons appel à la rééducation. Donc, la rééducation dans les troubles bipolaires est très indiquée. La personne devra connaître les symptômes de l'accès maniaque, devra connaître les symptômes de la dépression et devra connaître aussi le début, le mode de début. Dès qu'il y a les petites perturbations, soit sous mode maniaque, soit sous mode dépressif, c'est un signe d'alerte. Et là, elle doit aller consulter son médecin pour éviter que la rechute soit très sévère. Et aussi dans la rééducation de la prise en charge du trouble bipolaire, il faudrait que le patient sache qu'il doit prendre son traitement de façon continue, et surtout les régulateurs de l'humeur, il ne doit jamais les arrêter. D'accord? Allô, allô? Allô, allô? Allô? Qu'est-ce que tu veux?
Allô, allô? Oui, ça va? Ça va, docteur. D'autres questions? Allô? Docteur, il y a des questions dans la conversation. Oui, si, allez-y. Ah, dans la conversation, hein. Attendez que je... Khaled, tu viens me trouver.
Allô, allô? 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 Oui. D'autres questions? Il n'y a que vous qui êtes en contact avec moi? Si même les autres sont en contact. Il y Ah, a... Oui. hmm. Bah, expliquer la fixation. La fixation, c'est chez la personnalité hystérique. Et nous parlons de fixation, non, pas de personnalité hystérique, non, je m'excuse. La fixation, c'est s'arrêter dans le développement de sa personnalité à un stade quelconque du développement de la personnalité. Donc, nous avons décrit plusieurs stades de développement de la personnalité. Il y a le stade oral, il y a le stade anal, il y a le stade sadique-anal, hein. Et à chaque fois qu'on se fixe sur un stade, on va développer un type de personnalité. Si on se fixe au stade oral, on va développer une personnalité hystérique. Si on se fixe au stade anal, on va développer une personnalité obsessionnelle. Je reviens à la fixation au stade oral. Quelqu'un, au stade oral, c'est les premiers mois de vie de l'individu où tout est reporté à l'oralité. C'est-à-dire que l'enfant suce le sein de sa mère, il emmène son pouce vers sa bouche, tout, quand il a faim, la maman lui donne à manger, lui donne à téter, lui donne son biberon, elle calme son anxiété, elle calme son angoisse à travers cette sphère orale. Et s'il y a fixation au niveau de cette sphère orale, le sujet va développer des traits de personnalité hystérique par la suite. Et c'est l'exemple que j'ai toujours donné pour ceux qui se fixent au stade oral, quand nous prenons les adultes. Les personnes qui, lorsqu'elles s'énervent, elles emmènent une cigarette à la bouche, par exemple. Donc, c'est une forme de retour au stade oral. Quand on est angoissé, certaines personnes angoissées aiment bien manger. Donc, c'est un retour à la phase orale. Donc, au cours du développement, il y a eu fixation à cette phase. Dans le trouble de la personnalité obsessionnelle, il y a fixation au stade anal. Donc, le stade anal, c'est toute la saleté, etc. C'est le bol fécal, la rétention du bol fécal et tout. Et quand la personne se fixe à ce stade anal, elle va développer un trouble, une personnalité obsessionnelle compulsive. C'est-à-dire qu'elle va s'attarder sur tout ce qui est anal. Donc, elle va être, quand on dit fixation au stade anal, donc il y a rétention du bol fécal. Donc, on assimile ça à la saleté, on assimile ça à l'absence de générosité parce que l'enfant, au stade anal, refuse préfère faire ses besoins dans sa culotte que d'aller aux toilettes. C'est une façon d'agresser un peu sa mère. Et puis, dans la rétention du bol fécal, il y a une certaine douleur qui est ressentie et quand on évacue ce bol fécal, il y a une certaine sensation de plaisir. Et nous assimilons l'absence de générosité chez les personnalités obsessionnelles à ce type de développement à l'âge qui se situe vers l'âge de 2 ans. Donc voilà ce qu'on nous appelons fixation. Est-ce que c'est clair? Elle dit à Oui, quoi c'est clair. Hein? Qu'est-ce qu'il y a encore? Elle dit à quoi cette fixation? Pourquoi il n'y a pas une évolution? À l'éducation, elle peut être liée à l'éducation. La maman, lorsque son bébé pleure,
elle ne procède pas avec d'autres moyens pour calmer sa douleur ou son anxiété. Elle a tendance toujours à lui mettre quelque chose dans la bouche. Et la fixation au stade anal, c'est quand la maman force un peu son bébé à être propre avant l'âge requis de la propreté. Donc, elle est un peu brutale, elle l'oblige elle l'oblige à le mettre sur le pot, alors qu'il n'a pas encore atteint l'âge de propreté. S'il fait ses besoins en dehors du pot, elle le punit, hein, et tout ça risque d'entraîner une fixation à ces différents stades. Donc, c'est un problème d'éducation. Si quelqu'un qui avait toute une personnalité normale et un certain âge adulte, il va développer des TOC. Tout ça en rapport avec le stade anal toujours. Non, mais le TOC, en réalité, quand il apparaît vers la fin de l'adolescence, hein, juste après la fin du développement de la personnalité. Les symptômes peuvent être minimes au début, qui ne dérangent pas trop, ou bien la personne les cache. Et le trouble obsessionnel compulsif n'apparaît que lorsque les symptômes sont trop importants, qu'ils deviennent handicapants. Sinon, beaucoup de personnes cachent les signes obsessionnels compulsifs. Ils n'en parlent pas. Mais c'est un trouble qui apparaît au début de l'âge adulte. Hein. Il n'apparaît pas tardivement. D'accord? Oui, merci. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allô? Allô, allô? Allô? Allô, allô? Allô? Oui. Oui, je vous écoute. S'il y a d'autres questions. Allô? Allô? Pas d'autres questions? Allô? Oui. Oui. Docteur, pour le délire paranoïaque, Oui. généralement, c'est l'entourage qui vont souffrir avec C'est cette l'entourage personne. qui souffre. Oui. Oui, oui, parce que Donc, le comment dernier, ils peuvent... comment ils vont agir avec cette personne? Ben, oui, l'entourage souffre. Bon, le dernier exemple que nous avons eu, c'est le papa à une consoeur médecin qui croyait que sa femme le trompait avec un autre homme. Alors, tous les soirs, il dormait devant la porte, il barricadait la porte avec tous les moyens pour empêcher que cet individu n'entre. Et comment il a commencé à développer ces troubles? En interprétant, c'est-à-dire les sous-vêtements de sa femme, de ses filles, il n'avait que des filles qui étaient étendues, qui étaient dans le séchoir. Il croyait que sa femme, à chaque fois qu'elle rencontrait un homme, elle avait ses sous-vêtements qu'elle étendait. Bon, celui-là,
il est parti il est parti à la justice demander de divorcer avec sa femme. Bon, bien sûr, il fallait protéger cette famille. D'abord, quand nous avons reçu la demande du juge pour une expertise, nous avons dit que cet homme est malade et qu'il n'a pas les capacités qu'il faut pour prendre un jugement, pour juger, hein, et avoir un raisonnement correct. Donc, il a une fausseté du jugement qui est la caractéristique principale de la personnalité paranoïaque. Sinon, on les met sous traitement. On peut les soigner avec un traitement par des antidépresseurs. Et les antidépresseurs les mieux préconisés sont non, pardon, c'est pas les antidépresseurs, c'est les antipsychotiques. Les mieux préconisés sont ceux à action prolongée. C'est-à-dire, nous leur administrons une injection tous les 15 jours, une injection tous les mois. Pourquoi? Parce que les paranoïaques ne se reconnaissent pas malades. Ils sont très rigides, ils sont très sténiques, ils n'accepteront jamais de se soigner. Et c'est pourquoi que nous faisons recours à l'injection, au traitement à action prolongée. Et bien sûr, une psychothérapie cognitivo-comportementale pourrait aussi aider à améliorer un peu la symptomatologie. Sinon, l'évolution est chronique et la réponse au traitement n'est pas toujours assurée. Et ce sont des personnes très difficiles. D'ailleurs, même quand il n'y a pas de délire, quand ils n'ont pas atteint le stade de délire, qui a juste les traits de personnalité paranoïaque, ils sont très difficiles à gérer. Ils sont voués à l'échec, à avoir des contraintes avec leur entourage, des différends, et parfois ils sont démis de leurs fonctions, ils sont rejetés par tout le monde. Donc c'est un peu difficile. D'accord? Allô? Allô, allô? Allô? Oui. Ça va? Ça va? Oui. Il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allô? Si vous ne m'entendez pas, vous pouvez m'écrire. Allô? Allô, allô? Docteur, Oui. pouvez-vous nous expliquer la thérapie cognitivo-comportementale? Oui, bon, un peu. Vous avez fait le cours sur les psychothérapies? Vous avez eu un cours dans les thérapeutiques? Bon, c'est un type de psychothérapie qui est le plus utilisé et on fait appel aux cognitions et c'est-à-dire à travers cette thérapie, nous avons l'ambition d'améliorer les cognitions et d'améliorer le comportement des individus. Par exemple, si j'ai peur de monter l'ascenseur, c'est un comportement qui n'est pas normal parce que plusieurs personnes n'ont pas peur de l'ascenseur. Mais la personne qui a un trouble phobique, qui a un trouble anxieux par excellence, qui a peur de l'ascenseur, peut s'occasionner beaucoup de préjudices. Supposons que cette personne travaille au 14e étage. Elle a un poste très important. Son bureau est situé au 14e étage parce que l'entreprise à laquelle elle est affiliée a ses locaux au niveau du 14e étage. Vous imaginez un peu la suite? Cet individu va monter combien de fois et descendre le 14 étages, peut-être plus. Donc, pour cela, dans les psychothérapies comportementales, nous optons pour un traitement comportemental.
pour changer ce comportement, nous commençons par mettre l'individu à côté de l'ascenseur, bien sûr en l'accompagnant. Et dès qu'il dépasse cette peur d'être à côté de l'ascenseur, la prochaine fois, on va ouvrir la porte de l'ascenseur tout en l'accompagnant. Dès qu'il surmonte cette peur, il va entrer dans l'ascenseur tout en l'accompagnant. Et puis, on va fermer l'ascenseur. Donc, on passera d'une étape à une autre jusqu'à fermer l'ascenseur et monter. Donc, à chaque fois qu'il dépasse une peur, on passe à un stade supérieur de la peur. Jusqu'au jour où il acceptera de monter l'ascenseur sans aucune crainte. Dans les cognitions, c'est-à-dire ce sont les pensées, hein, quelqu'un qui pense que parce qu'une femme, par exemple, qui croit qu'elle va avoir une maladie grave, parce que la voisine à côté a une maladie grave. Elle fait tous les bilans, elle consulte chez tous les médecins et tout le monde lui dira qu'elle n'a rien de ce qu'elle pense. Donc, on va lui apprendre la façon dont elle doit changer ses idées. Disons, oui, j'ai consulté, j'ai fait les examens nécessaires et rien n'a prouvé que j'ai cette maladie. Donc, pourquoi je me laisse en proie à cette inquiétude? D'accord? Dans un trouble obsessionnel compulsif, la peur la peur de contracter un microbe, par exemple. Je dirais que tout le monde touche les poignées de porte. Tout le monde touche la main aux autres. Et personne n'a peur de contracter une maladie à travers cet acte. Pourquoi moi, je continue à croire qu'en touchant la main, le poignet d'une porte, je dois me laver 10, 20, 30 fois, hein, et jusqu'au point où ça devient un handicap pour moi. Voilà, donc on agit tantôt sur les cognitions, quand ce sont les cognitions qui posent problème, et on agit sur le comportement quand c'est le comportement qui pose problème. Et bien sûr, avant d'entamer la psychothérapie, on diagnostique d'abord le trouble. On doit connaître tous les éléments autour du diagnostic. Quelle est la situation qui nous fait peur ou qui nous donne le sentiment de crainte? Quelles sont les émotions qui accompagnent et quels sont les comportements que nous agissons suite à ces croyances, etc. Quelle est l'impression, la vie des autres? D'accord? Donc, ça tourne autour de ça surtout. D'accord? Allô? Allô, allô? 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 Oui, Oui, ça va? Vous avez compris? oui. Oui, docteur. Très bien. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Docteur, si quelqu'un a ces options d'avoir attrapé des germes ou quelque chose comme ça, mais il n'y a pas de compulsion, il ne va pas laver ses mains 10 fois ou quelque chose, est-ce que ça reste un problème? Ça devient un problème quand il y a souffrance en conséquence. Quand on ne souffre pas, il n'y a pas de problème. D'accord? C'est-à-dire que je touche le poignet d'une porte et j'ai l'impression que j'ai contracté des microbes à travers ce toucher. Donc, je vais me laver 10, 20, 15 fois, mais cette idée de m'être souillée à travers le poignet de porte ne disparaîtra pas. Elle continue à envahir ma pensée et agir mes actes. Mais s'il n'y a pas de souffrance, ben, il n'y a pas de problème. D'accord? Parce que quand il y a souffrance, c'est-à-dire que quand on y croit fermement, l'individu va s'occasionner des préjudices. La femme va se laver à l'eau de Javel au point de s'occasionner des excoriations au niveau des mains, des plaies parfois sanglantes, ou bien elle va s'abstenir
elle va rester dans son coin, ça va s'abstenir de tout acte et ça devient handicapant. Comme l'exemple d'une femme que j'avais prise en charge à un moment donné, qui avait peur de contracter des microbes et elle agissait de la même façon avec ses enfants et son mari. Alors, chaque fois que ses enfants sortaient, déjà à l'entrée, au niveau de la porte d'entrée, elle leur enlevait tous leurs vêtements. Et ils devaient passer à chaque fois à la douche et laver leur linge à chaque fois. Vous imaginez un peu ce que la charge de travail que ça donne. Elle est arrivée à l'épuisement. D'accord? Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allô? Ça va? Il n'y a plus de questions? Allô? Allô, allô? Oui, alors, professeur. Oui. On termine? Ou il y a des questions encore? Et vos collègues, ils sont où? Je n'entends pas tout le monde. Ça va, on arrête? Je ne sais pas, ils sont là. Mais je ne vois plus leurs questions. S'il vous plaît, conduite à tenir devant les tentatives de suicide. Ça, il a toujours fait la question d'un travail dirigé. Est-ce que vous avez eu dans les cours la conduite à tenir devant une tentative de suicide? Vous l'avez eu ou pas? Parce que là, il faut faire vraiment un cours. Et regardez un peu si vous avez des passages que vous ne comprenez pas. Ah, je vais répondre à cela. Donc, vous avez fait ce TD. Ben, donnez-moi les passages où ça coince pour vous. Parce que dans toute conduite à tenir, il faut connaître la définition, la tentative de suicide. Il faut poser le diagnostic. Hein? Est-ce qu'il s'agit d'un suicide ou d'une tentative de suicide ou d'une velléité suicidaire? Donc, et puis, évoquer toutes les étiologies qui pourraient aller vers la tentative de suicide. Et après, c'est la prise en charge proprement dite. Hein? Et dans toute tentative de suicide, l'hospitalisation est de règle. Maintenant, s'il s'agit d'une tentative de suicide qui est secondaire à un raptus anxieux, c'est-à-dire à une crise d'angoisse importante, il faut soigner cette crise d'angoisse ou cette anxiété. S'il s'agit d'une dépression, il faut soigner la dépression, bien sûr, avec des moyens médicamenteux et des moyens psychothérapiques. Il faut voir aussi l'entourage, la famille, donc, les circonstances qui ont abouti à cette tentative de suicide, c'est un problème familial, s'il y a des difficultés existentielles hein, sur lesquelles il faut agir. Et puis, il y a aussi, s'il s'agit maintenant d'une tentative de suicide entrant dans le cadre d'un processus délirant, il faut agir sur le délire et les hallucinations. Mais la règle, c'est l'hospitalisation. Il ne faut jamais sous-estimer une tentative de suicide et la mettre juste dans le cadre d'une manipulation ou d'un bénéfice secondaire. Donc, il faut bien explorer. Et revenez vers le TD, vous allez trouver tous les éléments. D'accord?
Allô, allô? Allô? Allô, allô? Allô? Oui. D'autres questions? Vous avez entendu ma réponse sur la tentative de suicide? Oui, on a entendu. Très bien. On passe à autre chose? Allô, allô? D'autres questions? D'autres questions? Allô? Allô, allô? 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 Il n'y a plus de questions? On arrête? Allô, allô? Il n'y a plus de questions? Allô? Il n'y a plus de questions ou on attend encore? Hein? Allô, allô? Allô? Oui. Il n'y a plus de questions apparemment. On arrête? Apparemment, Hein? On arrête? Allô, allô? Allez, on arrête. Il n'y a plus de questions. Allez, donc bon courage pour votre examen. Si vous avez d'autres questions, vous les envoyez par mail et vous allez retrouver les réponses. Donc, je vous souhaite bon courage et à très bientôt. OK? merci. Ok, Allez, merci, docteur. au revoir. Bon courage. Au revoir.